J'ouvre notre second débat, vous le savez, on cherche le plus souvent possible à le décaler volontairement de l'actualité du jour. Il est consacré ce soir aux super riches. Les milliardaires français sont de plus en plus nombreux, de plus en plus riches aussi. Et tout en haut du classement mondial, on trouve aussi l'un de nos compatriotes, le patron de LVMH, Bernard Arnault. Faut-il s'en réjouir ou au contraire faire de la France un pays sans milliardaires, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon ou Marine Tondelier pour Europe Écologie Vert? Avant de débattre, zoom sur ces richesses qui donne le tournis. Quentin Calmet, Jérôme Rabier. C'est une grande première pour la France. Dans son palmarès 2023, le magazine Forbes présente Bernard Arnault et Françoise Bettencourt-Meyers comme l'homme et la femme les plus riches du monde. Ils sont au total 43 milliardaires dans l'Hexagone. Et plus largement, depuis les années 80, les riches sont de plus en plus riches, comme l'explique cet économiste. La richesse, donc ce qu'on possède, ça peut être des biens immobiliers, mais c'est aussi beaucoup du patrimoine financier, des actions d'entreprise, est de plus en plus concentré dans les pays riches, et la France ne fait pas du tout exception à ce phénomène. Pourtant, pour répartir ces richesses, des mécanismes ont été mis en place. Impôt de solidarité sur la fortune, tranche d'imposition progressive ou encore imposition de l'héritage. Mais ces dernières années, après l'échec de la taxation à 75% des revenus au-dessus de 1 million d'euros sous François Hollande, l'heure est plutôt à la fin de la taxation des hauts revenus. Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Et selon l'Institut des études publiques, ce sont bien les plus riches qui ont profité du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Plus 2,8% de hausse de pouvoir d'achat pour les 1% les plus riches et même plus 4% pour les 0,1% des Français les plus aisés. Pourtant, au niveau international, l'heure semble au retour de la taxation des plus hauts revenus. Les super riches doivent commencer à payer leur juste part d'impôts. Il est grand temps. Je ne cherche pas à punir qui que ce soit. Je suis un capitaliste. Tout ce que je demande, c'est que vous payez votre juste part. Ce qui fait dire à certains que la France est à contre-temps. On a un gouvernement qui n'a absolument pas compris le moment de l'histoire économique dans lequel on est et qui se retrouve à faire du Reagan 1984 alors qu'en fait on est en 2023. Au-delà des 43 milliardaires français recensés par Forbes, le nombre de Français dont le patrimoine dépasse 1 million d'euros progresse également. Ils étaient près de 2,8 millions en France en 2021 et selon le Crédit Suisse, ils seront presque 4 millions en 2026. Je vous présente tout de suite mes invités. Stanislas Hanoun, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes responsable des campagnes justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Fabrice Almeida, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, historien, auteur de ce livre Histoire mondiale des riches qui est publié aux éditions Plomb. J'accueille également Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick, et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Et toujours là, rebonsoir Mathieu. Le constat peut-être pour commencer sur le nombre de milliardaires en France, selon le magazine Forbes, 43 milliardaires recensés. Et surtout, c'est peut-être encore plus intéressant, la fortune des milliardaires français a augmenté de 58% depuis 2020. Et ça, c'est votre rapport Oxfam qui nous donne ce chiffre. Stanislas Hanoun, comment elle s'explique cette progression? Ça correspond à une hausse de plus de 200 milliards d'euros depuis 2020. Alors effectivement, ce qu'on a observé, c'est que depuis 2020, donc depuis la pandémie, on assiste à une accélération des inégalités et évidemment, c'est pour la plupart l'injection par les banques centrales de milliards d'euros pour sauver l'économie qui a fait que, de facto, les milliardaires ont ensuite en profité puisque ils sont très souvent détenteurs d'actions ou propriétaires de ces entreprises. Et c'est ce qui a fait que leur croissance a vu une fulgurance. Donc c'est d'abord les bons résultats de leurs entreprises et finalement le cours de leurs actions qui explique en partie cette explosion de richesse? C'est complètement ça, puisque ça vous a pas échappé, l'économie s'est arrêtée durant la pandémie. Et on a vu que, typiquement, si on parle de Bernard Arnault et LVMH n'a pas vendu plus de sacs à main durant la pandémie, puisque, de fait, les magasins étaient fermés. Et donc, c'est bien le cours de l'action et ce qui détient comme part qui a vu cette accélération. Oui, parce que quand on parle juste de fortune des milliardaires, on parle de valorisation du patrimoine capitalistique.
à un temps T, il faut le dire. C'est pas de l'argent qu'ils ont en banque, c'est la valeur de leur entreprise et le nombre de parts qu'ils possèdent. C'est ça, non? Alors oui, le bémol, c'est que typiquement, si on prend l'exemple de ce qu'on... Effectivement, c'est un argument qui revient beaucoup. Si on prend Elon Musk, qui était numéro 1 mondial jusqu'il n'y a pas très longtemps, supplanté par Bernard Arnault, ce qu'on a constaté, c'est qu'il avait pu racheter notamment Twitter avec des actions Tesla. Donc on voit bien que finalement, cette idée que c'est des actions un petit peu flottantes et que c'est pas vraiment leur argent, finalement, ils peuvent quand même s'en servir pour acheter des biens et des entreprises. Ça, c'est important de le rappeler pour montrer que ça reste quand même une fortune qui lui a permis d'acheter une entreprise. Oui, c'est pas un achat, c'est pas un nouveau yacht, vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'investissement entrepreneurial. Après, on peut juger de ce qu'il fait de Twitter ou pas. J'ai décidé de quitter Twitter, mais bon, ça c'est un autre débat qu'on a déjà eu sur ce plateau. Fabrice d'Almeida, vous dites que l'anathème jeté contre les grandes fortunes est un non-sens. Pourquoi dites-vous ça? Parce que moi j'ai dit ça, peut-être je l'ai dit, enfin en tout cas ce que je pense c'est que la façon qu'on a eu de les juger depuis le 19e siècle, parce qu'en fait les riches ça émerge avec la révolution industrielle, ça émerge avec le libre-échange dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça s'accélère dans les années 80 avec le néolibéralisme qui facilite la circulation, qui facilite encore la financiarisation, mais ce qu'il y a de clair c'est que on a eu tendance à les juger comme un groupe hyper compact, solidaire, une classe sociale, opposée à une autre classe sociale, les prolétaires qui n'avaient rien. Et en fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ce regard-là est plus un obstacle à voir ce qui se passe et éventuellement même à effectuer de nouvelles formes de taxation que d'essayer de les regarder, j'allais dire, de façon singulière pour voir ce que chacun apporte à l'histoire, apporte à la société, apporte à l'humanité, ou au contraire a comme impact négatif sur les sociétés. Donc vous dites que mettre tous les riches dans la même case, c'est caricatural. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, c'est contre-productif pour obtenir vraiment une taxation efficace. Je pense que c'est plus efficace de le faire comme une partie des Américains le font en disant qui pollue doit payer plus, donc ils produisent plus, ils polluent plus, ils doivent payer plus, mais en regardant bien précisément quels sont ceux qui en termes éthiques dévissent ou sont des prédateurs dans notre société. Richard Verly, ce débat sur les super riches, il est passionnant, il prend une résonance évidemment particulière avec le double contexte ou la conjonction inflation, réforme des retraites, notamment en France. Oui, alors il est d'abord assez spécifique à la France, quand même. Le débat sur la richesse, disons, dans son animosité, parce que le fond de sauce, il est quand même celui-là. On n'aime pas les riches, ou en tout cas, on les jette en pâture, on cite les noms, il y a des films, des documentaires, c'est quand même très à charge sur les riches en France. Et ça, il faut reconnaître que c'est pas le cas dans la plupart des pays européens, notamment ceux qui entourent la France. C'est pas le cas en Suisse, ça ne vous étonnera pas, mais c'est pas le cas dans un pays comme les Pays-Bas, par exemple, où était récemment Emmanuel Macron. Au contraire, les Pays-Bas font tout pour attirer les quartiers généraux des très grandes multinationales et donc les grandes fortunes qui sont les dirigeants à la tête de ces multinationales. Alors, effectivement, dans le cadre précis en France, dans ce moment conjoncturel, c'est encore plus aigu. Et je dirais que c'est encore plus aigu parce qu'il y a une chose que j'ai découverte en France, c'est qu'une grande partie de cette animosité, elle est liée aussi parce que ces grandes fortunes, quelquefois, ont fait leur fortune grâce à l'argent public. C'est ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire que, par exemple... C'est vrai de Bernard Arnault. C'est vrai de Bernard Arnault, exactement. Les années 80, et donc les Français le savent. Ils savent que ces énormes fortunes n'ont pas été simplement le résultat de l'ingéniosité de monsieur Bernard Arnault, mais de sa capacité à mobiliser les fonds publics au moment où il en avait besoin, à s'enrichir sur les fonds publics. Et à ce moment-là, il faut reconnaître que la question de la redistribution, elle est plus légitime que si, par exemple, il avait été un start-upper américain porté par le capital risque à l'américaine qu'on connaît. Stanislas était sous-capitalisé. Pardon, vous pouvez répéter parce que je n'ai pas bien entendu. Non, il faut quand même dire une réalité, c'est que la France a été très longtemps sous-capitalisée jusqu'aux années 80. C'est-à-dire que c'est les réformes Bérégovoy qui font que l'argent s'investit dans le marché boursier. Auparavant, en réalité, on a des participations croisées de sociétés d'État et de sociétés privées. Enfin, je dis ça, c'est pas pour particulièrement défendre tel ou tel. Non, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a un organisme qui s'occupe de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui aide les startups à grandir, à devenir des licornes, etc. Mais pour devenir la plus grande fortune mondiale, je pense quand même qu'il faut avoir quelques qualités. Je pense. Je pense que personne ne contredit ça. Je reviens sur votre dernier rapport, Stanislas Hanoun, parce que moi j'ai été surpris par ce chiffre, le fait que les riches captent l'essentiel de la richesse mondiale. À quel point ?
1% des riches. Alors, donc, 1% des riches détiennent les 2/3 des richesses mondiales. Ça, c'est le chiffre qu'on a sorti au mois de janvier. Et effectivement, enfin, je rejoins ce que vous disiez sur le fait que il ne s'agit pas d'être anti-riche de manière comme ça dogmatique. Ce qui est important, c'est vraiment la redistribution. Et pour vous donner un ordre de grandeur et pour revenir aussi sur le côté inflation et réforme des retraites, un chiffre intéressant, les 10 premiers milliardaires français en janvier, donc ça a peut-être un petit peu changé, mais en janvier, les 10 premiers milliardaires français détenaient environ 187 milliards d'euros de hausse de fortune depuis 2020, ce qui était en fait l'équivalent de 2 ans de facture énergétique des Français et des Françaises. Donc dans le contexte actuel social, avec la réforme des retraites, mais aussi plus généralement avec le fait que depuis plus d'un an maintenant, la hausse des prix, surtout pour les denrées alimentaires, explose. Ça pose question et effectivement, il y a un vrai souci de redistribution et non pas juste de pointer du doigt. Pardon, je rajoute quelque chose, c'est qu'on on ne vise pas, par exemple, les 10% les plus riches. On est vraiment sur les ultra riches et donc c'est les 1% ou même 0,1% qui sont vraiment en fait des leviers de changement de... Alors moi j'essaye de simplifier. Quand je parlais de 43 milliardaires, c'est donc français. Hein, ce sont c'est d'eux dont vous nous parlez dans exactement. Ce rapport. Notamment, il y a aussi des millionnaires, on les oublie, mais... Et oui, mais c'est la question du seuil. Où on place le seuil? On est toujours le riche de quelqu'un. Hein. Non, alors effectivement, les milliardaires ont évidemment, on a vu avec Bernard Arnault et François Bettencourt, qui sont les 2 personnes les plus riches du monde. Évidemment. Pardon, Bernard Arnault pour les hommes, François Bettencourt pour les femmes. Voilà. Tout à fait. Parité oblige. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est un vrai enjeu, il y a un levier d'action pour nous, notamment sur les sujets de réforme fiscale, mais on pourra en parler après. Eh ben, on va en parler tout de suite. Vous savez, la réforme fiscale, parce que c'est évidemment la question qui se pose pour rééquilibrer. Et je propose que Steve Jourdain nous rejoigne de nouveau sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Puisque le Parlement, cet automne, s'est penché à plusieurs reprises sur cette question d'une taxe visant les plus riches. C'était pendant l'examen du budget pour l'année 2023. Les hostilités ont commencé à l'Assemblée nationale, Thomas, où les oppositions ont tiré à boulet rouge sur la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Elles ont notamment ciblé l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a été supprimé en 2018, remplacé par l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière. La gauche a dénoncé l'injustice de cette décision. Écoutez. L'impôt de solidarité sur la fortune, sa suppression est devenue le symbole de la politique pro-riche que vous avez menée pendant 5 ans et que vous continuez encore maintenant. Je veux le redire ici, le président des riches est l'ennemi des pauvres. Chou blanc après 1h30 de débat électrique dans l'hémicycle. Les 8 amendements déposés par les oppositions pour rétablir l'ISF ont tous été rejetés par l'Assemblée nationale. Voilà, ces partis d'opposition qui ont également voulu taxer les yachts et les jets privés. Oui, plusieurs amendements avaient été déposés au Sénat par les groupes de gauche au mois de novembre. On va regarder par exemple le texte proposé par les socialistes. Si la question est écologique, c'est aussi une question de justice fiscale et sociale. Comment faire accepter aux Françaises et aux Français la sobriété nécessaire dans le cadre de la transition énergétique, pendant qu'en parallèle, une vie d'effort d'un Français moyen peut être effacée par moins d'1 heure de navigation d'un super yacht d'un multimilliardaire, point d'interrogation, fin de citation. La réponse du gouvernement à ces propositions de taxation a été la même à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est niette, écoutez. Il y a 2 lignes différentes et 2 visions différentes. Vous proposez de taxer pour résoudre les problèmes. Nous, au contraire, ce qu'on veut, c'est investir. Moi, je préfère qu'on dépense de l'argent pour investir dans l'avion bas carbone, dans des navires qui polluent moins, même avec des amendements avec lesquels j'étais pas totalement en accord tout à l'heure, plutôt que de créer des taxes à faible rendement, où c'est super, on va recruter plein de fonctionnaires pour des taxes qui rapporteront pas grand-chose pour les calculer et les recouvrer, qui ne changeront absolument rien en pratique que vous évoquez. On le voit, 2 lignes, 2 visions. Le gouvernement, lui, a décidé de cibler non pas les ultra-riches, mais certaines entreprises. Il a fait passer une taxe. Alors, je vais dire contre les super profits dans le budget 2023, sauf que... C'est pas tout à fait ça. Il y a eu beaucoup de débats sur le titre de cet impôt proposé par le gouvernement et adopté par le Parlement. Officiellement, il ne s'agit pas d'une taxe, car Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts, mais d'une contribution temporaire de solidarité. Voilà, appelez ça comme vous voulez. C'est en fait la traduction dans notre droit d'une mesure adoptée au niveau européen au mois de septembre. Elle cible les entreprises de l'énergie qui ont vu leurs profits exploser à la suite de la guerre en Ukraine. Elles seront taxées à 33% au lieu de 25%. Écoutez Bruno Le Maire à ce sujet. On taxe les super profits des énergéticiens parce que les prix explosent. Oui, et si ça plaît à certains qu'on emploie ce mot, très bien. C'est ce que nous faisons.
Je rappelle que le mécanisme de rente inframarginale, pour prendre le terme technique, c'est-à-dire tout ce qu'on récupère sur la rente des énergéticiens, ça va nous rapporter 26 milliards d'euros en 2023. Ça va nous rapporter beaucoup moins que 26 milliards. 26, c'est au niveau européen. En France, on peut espérer récupérer jusqu'à 4 milliards d'euros selon les différentes estimations. Les principaux contributeurs seront les entreprises Esso et Total Energy. Merci beaucoup, Steve. Je démarre sur la question de l'ISF avec vous, Richard Verly. On l'a déjà évoqué dans notre premier débat, d'ailleurs, parce que, en fait, ça revient à l'occasion de la réforme des retraites. C'est quoi? C'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock pour Emmanuel Macron. Ça lui colle au basque, quelle que soit la partie de son costume, ou quoi? Vous savez, il n'y a rien de plus dur, je crois, que d'effacer les symboles. Et c'était un symbole, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et il est resté, son abrogation est restée comme la preuve, selon ceux qui voudraient le rétablir, qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Et ça, c'est extrêmement compliqué à supprimer dans la mémoire collective. Et puis, il y a cette réalité, encore une fois, très française, parce que ce n'est pas vrai dans les pays européens qui entourent la France, c'est que le riche, quelque part, doit être, je dirais pas puni, mais presque. On est presque quand même dans la punition, c'est-à-dire que l'impôt de solidarité sur la fortune est vu comme une juste punition par rapport au niveau de vie qu'il a pu acquérir. Ça, vous savez, quand c'est dans l'imaginaire collectif, effectivement, c'est très dur à enlever. Et je crois qu'Emmanuel Macron, clairement, malgré ce que ça a rapporté, peut-être il n'a pas réussi à mettre en valeur ce que ça a rapporté, ou peut-être que simplement, son abrogation n'a pas rapporté autant que le président le pensait. Ouais, alors, c'est un symbole parce qu'Emmanuel Macron a voulu que ce soit un symbole. Ouais. Il faut savoir que, de la même façon que le paquet fiscal avait été la première décision politique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, cette suppression de l'ISF a été une des premières décisions du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'était voulu parce que il y a aussi en France, et il faut l'entendre, une petite musique qui veut que il y a un chantage en gros de la part d'ultra riches qui est si vous nous traitez mal, on s'en va. C'est quand même quelque chose qu'on entend depuis tout le temps. Nicolas Sarkozy avait basé son quinquennat à l'idée en disant il faut faire revenir les riches, il faut les réimpatrier, je sais plus quel était le mot qu'il employait, de la repatriation de patrimoine parce que nos riches s'en vont. Et il y a aussi autre chose en France, c'est qu'il y a une forme de distorsion depuis 20 ans, une espèce de pensée qui s'impose et qui n'est jamais remise en cause parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelait autrefois le cercle de la raison, qui est que les pauvres doivent toujours s'aligner sur les plus pauvres. C'est-à-dire, vous êtes ouvrier français, vous devez baisser vos salaires parce que les Roumains puis les Chinois travaillent pour moins cher, et les riches doivent toujours s'aligner vers le haut sur les plus riches. Vous êtes patron du CAC 40, vous dites moi, il faut que je sois payé comme les Américains parce que mon marché est concurrentiel. Comme si on avait vu des boîtes américaines se battre pour les patrons français. Donc ces espèces de refrains qu'on nous serine depuis 20 ans, depuis 30 ans, agace aussi au bout d'un moment et soulève des questions, à mon avis, qui sont légitimes. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'y répondre de façon caricaturale ou excessive, il s'agit de couper la tête à personne, mais moi je pense qu'on est moins dans la punition que dans la redistribution. Après, la France a aussi un pays catholique qui a un rapport à l'argent compliqué. Sur ce que dit Mathieu, puisque comme vous le savez, un certain nombre de riches trouvent asile en Suisse, c'est encore vrai aujourd'hui pour des raisons fiscales, mais c'est vrai que l'émotion suscitée par la richesse est moindre en Suisse parce que les salaires, vous avez tout à fait raison, sont beaucoup plus élevés. Bien sûr, c'est en France, on est là-bas. Et puis, on a un rapport à l'argent dans ce pays qui est pas le même que la Suisse. Fabrice Almeida, sur la question du salaire, parce que ça revient aussi dans ce débat, le salaire des grands patrons, notamment, c'est ressorti dans l'actualité avec le patron de Stellantis, qui son conseil d'administration... 23,5 millions d'euros par an. Voilà, lui a donné un joli salaire. Mais en même temps, ce qu'il a fait de Stellantis, c'est quand même un des succès dans le milieu automobile depuis ces 10 dernières années. Donc voilà, j'essaye d'être un peu équilibré dans ma façon d'en parler. Mais je me souviens je crois que c'était dans les années 20, c'était à la banque JP Morgan, on disait le patron ne doit pas gagner 20 fois plus que le salaire le plus bas de la banque. Ça a volé en éclats depuis combien de temps, ça ? Mais, en fond, la question que vous posez, c'est la question du seuil de richesse, en gros, quoi. Donc, on peut discuter, est-ce qu'on est riche à partir du moment où on touche des émoluments? C'est une vraie question. Traditionnellement, on disait que le riche était le rentier, en fait. Celui qui vivait des intérêts de son capital. On peut dire qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, pour moi, un riche vit des intérêts, voire des intérêts de son capital. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de fortune et de rémunération aujourd'hui qui sont tellement énormes. Enfin, pour se rendre compte, il y a quelques jours, Bernard Arnault, en une seule journée, a gagné 14 milliards d'euros
sur sa valeur boursière. 14 milliards en une journée. Donc on a atteint des chiffres parce qu'il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une telle fabrication de masse monétaire au moment du Covid. Enfin, pas seulement d'ailleurs, ça a commencé en 2007, ça s'est répété plusieurs fois. Donc on a tellement augmenté la masse monétaire qu'en réalité, on a eu des éponges à milliards qui sont les ultra riches. Et si on regarde d'ailleurs la croissance du nombre de milliards des 43 milliardaires, en gros autour de 200 milliards, je crois qu'on a injecté à l'époque du Covid 250 milliards dans l'économie française. Donc j'allais dire, le rapport est tellement évident qu'on a vraiment l'impression qu'on a fait une éponge. Pour éviter quoi, en réalité, et c'est ce qui est en train de se libérer aujourd'hui, pour éviter l'inflation. Or, le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour baisser la part de capitalisation des riches ou la part de la dette, parce que pour dépenser ces 250 milliards, on a fait de la dette, c'est justement l'inflation. Et c'est terrible parce que l'inflation va commencer par laminer les pauvres. Bien sûr. Avant qu'on mette enfin en place, et c'est pour ça que j'en veux un petit peu au gouvernement aujourd'hui, normalement il devrait jouer le jeu, justement, de faire suivre les salaires. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, en valeur relative, ça fait baisser la part de la dette, ça fait baisser la part des fortunes. Et là, il y a un vrai problème qu'on a en France, c'est qu'on reste coincé sur l'idée bariste qu'on doit casser l'inflation. Or, aujourd'hui, elle nous est indispensable. Stanislas Hanoun, peut-être pour revenir à la fiscalité, quelle solution vous proposez chez Oxfam? Rétablir l'ISF, une nouvelle forme d'ISF? Alors, de façon générale, nous, ce qu'on veut, c'est taxer le patrimoine net. Donc, ce qui, en fait, c'est ce que le Crédit Suisse utilise comme indicateur pour justement mesurer la richesse de ces milliardaires. Crédit Suisse dont on a vu les performances bancaires récemment. S'il survit dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, c'était... Non, mais on y a tous pensé. Donc, on y a tous pensé. Non, et donc le patrimoine net, c'est quoi? Alors en fait, le patrimoine, on enlève la dette, c'est l'équivalent de tout ce qui est patrimoine financier et patrimoine immobilier en enlevant la dette. Donc ça correspond à la richesse, c'est vraiment ce que le Crédit Suisse utilise. J'ai oublié votre question, pardon. Est-ce qu'il faut rétablir l'ISF? Alors évidemment, nous on est pour un rétablissement de l'ISF, mais du coup en enlevant quelques failles qui avaient pu être observées lors du quinquennat Hollande, on est également pour, et ça c'est extrêmement important par les temps qui courent, on est pour rajouter des malus indexés sur la pollution, des malus liés à la pollution, à l'empreinte carbone du patrimoine de ces milliardaires. Ça, c'est une chose. Et évidemment, il y a d'autres mesures qui sont liées à l'évasion fiscale, dont on n'a pas parlé, mais qui est un vrai sujet. Vous en avez parlé un petit peu sur la Suisse, mais qui est un vrai sujet. Donc on est... en fait, c'est important de voir le rapport qu'il peut y avoir entre entreprises et milliardaires, parce que parfois, ça peut être un peu confus. On peut dire, on parle de milliardaires, mais quand vous avez parlé tout à l'heure de super profit, en fait, si je prends l'exemple, par exemple, qui a pas été cité, mais de Rodolphe Saadé, donc propriétaire de la CMA-CGM, qui, en l'occurrence, en 2022, a fait 28 milliards de fortune, dont la fortune a augmenté de 28 milliards. En fait, la CMA-CGM, c'est une boîte qui a fait des super profits, parce que, notamment, les bateaux chinois étaient affrétés, étaient restés à quai à cause du Covid, et du coup, il a pu profiter de la crise. Et donc, c'est intéressant de pouvoir, d'une part, taxer les super profits, vous l'avez dit. Nous, à Oxfam, on est pour une taxation beaucoup plus importante que celle qui a été mise en place par la contribution qui a été évoquée tout à l'heure. Bruno Le Maire, qui a longtemps nié l'existence des super profits, a fini par s'aligner à ce que l'UE a proposé via la Commission. Et il avait estimé, lui, ça à 200 millions d'euros. Nous, on a plutôt évalué ça à une recette potentielle de 10 à 20 milliards d'euros. Fabrice Almeida, vous allez intervenir. Ce qui est très frappant, c'est que quand on pose ces questions de fiscalité, il faut savoir pourquoi. Si c'est pour aider les pauvres, ça me paraît indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement, et on l'a vu, il y a différents rapports, le vôtre notamment, qui montrent ça, on est dans une situation où il y a une nouvelle précarité qui est en train de se mettre en place et de s'installer. Donc, il y a besoin de secours. Donc, faire une fiscalité spécifique pour ça, qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans, ça peut se discuter, mais on aurait affaire à une action qui serait délimitée et clairement faite dans le temps. Mais il y a une autre musique que j'entends en fond, qui est l'idée qu'il faut de la taxation pour l'égalité. Comme si, en fait, l'égalité était en soi une valeur qui allait être forcément positive pour nous. Alors qu'on s'est battu, en fait, pendant un demi-siècle, le demi-siècle dernier, pour qu'il y ait plus de liberté.
pour qu'on ait plus de marge de manœuvre. Et ça, c'est une question que je me pose. C'est en quoi est-ce que cette quête qu'un certain nombre de partis et d'organisations veulent d'une fiscalité pour l'égalité va améliorer le fonctionnement de notre société? Aujourd'hui, sincèrement, je n'en suis pas sûr. Richard Verdi, je vous propose de revoir la photo de Bernard Arnault, qui est donc officiellement aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Alors 211 milliards de dollars, c'était le dernier classement qui a été donné. Évidemment, ça fluctue, hein, on l'a dit, en fonction du cours des actions LVMH. Alors, en voyant une nouvelle comme ça, dans beaucoup de pays, on se dirait chouette, l'homme le plus riche du monde est français. Mais c'est vrai, ça arriverait en Suisse. Aux États-Unis, Bon, moi, je suis jamais jaloux des gens qui ont plus d'argent que moi, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une large part de l'opinion qui dit non. Alors oui, mais je pense encore une fois avec des spécificités dans le cas de Bernard Arnault. D'abord, moi je me souviens, j'étais correspondant à Bruxelles au moment où il avait dit qu'il allait s'établir en Belgique. Ne l'oublions pas. Donc il y avait eu de sa part une où on a dit qu'il y pensait, mais il me semble que lui-même a démenti. D'accord, je savais pas qu'il avait démenti, mais il me semble que c'était quand même assez sérieux. Toujours est-il qu'il y a quand même derrière le personnage de Bernard Arnault ce soupçon de ne pas vouloir assumer sa fortune ou disons assumer la redistribution qui va avec, même si je crois qu'au sein de son groupe les salaires sont tout à fait bons et qu'il y a beaucoup d'efforts de la part de LVMH pour soutenir l'entrepreneuriat d'art en France. Donc il y a on peut pas, je crois, dissocier de la richesse, et c'est là où je voulais en venir, le caractère des personnalités. Par exemple, en Suisse, où, vous le savez, on n'a pas trop de problèmes avec les riches, mais il y a un problème avec les oligarques russes. Le pays a accueilli quantité d'oligarques russes ou leurs familles et les milliards qui vont avec. Et aujourd'hui, il y a vraiment une rébellion sociale en Suisse à propos de ces gens dont on estime qu'ils ont profité du système, que peut-être ils y ont amené un certain degré de corruption dont il va falloir se défaire, et etc., etc. Donc on ne peut pas, je dirais quand même, mettre tous les milliardaires dans le même sac, et les fortunes ne se ressemblent pas toutes, et les fortunes n'ont pas la même incidence sur la vie des sociétés, et toutes ces fortunes, je dirais, ne sont pas réinvestis de la même manière dans le corps social. Ce qui est frappant quand vous allez aux États-Unis, on le sait tous, Fabrice qui fréquente beaucoup les universités, vous avez énormément de milliardaires qui ont leur hall dans les universités, leurs amphithéâtres, qui ont des laboratoires de recherche, etc. On peut contester, on peut discuter de ça, mais au moins c'est une forme de redistribution. Il y en a d'autres qui ne redistribuent pas du tout. Oui, j'ai en tête le patron de Patagonia, je crois, c'est un grand groupe. Alors lui, il est américain d'origine québécoise. Je suis en train de Yvan Chouinard, je crois, il a décidé de léguer son entreprise à un trust et à une ONG en disant tous les bénéfices de l'entreprise maintenant seront redistribués. Pourquoi ? Pour sauver la planète, en quelque sorte. Je simplifie, mais c'est l'idée. Mais c'est la différence entre Steve Jobs et Bill Gates. Steve Jobs, très peu donateur. Bill Gates, énorme donateur. Ouais. Il y a aussi des millionnaires qui ont signé une lettre 2 ans de suite pour demander à être beaucoup plus taxés. Notamment, il y a l'héritière de Disney, par exemple, qui a demandé... tiens, on a justement l'un de ces millionnaires. Il est britannique, il s'appelle Phil White, et il fait partie d'un groupe qui s'appelle les millionnaires patriotes du Royaume-Uni. Et alors, il a bien choisi le lieu et le moment pour rappeler cette demande d'être plus taxé par les gouvernements. Il l'a fait où ? Au forum de Davos. Écoutez. Je m'appelle Phil White et je suis venu de Londres à Davos pour cet événement. Je suis membre des millionnaires patriotes du Royaume-Uni. Un groupe de personnes fortunées qui pensent que nous devrions réduire les niveaux de richesse et que les gouvernements devraient imposer des taxes sur la richesse afin de réduire les inégalités et d'avoir une société plus juste. Et c'est de là que je viens. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui à la conférence du WEF. Bon, moralité, on essaye de ne pas mettre tous les milliardaires dans le même panier. Mathieu, on va s'intéresser au discours politique autour de la figure du riche, la haine des riches. On peut dire que ce n'est pas nouveau. Non, parce qu'on a entendu Marine Tontelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui dit qu'elle voudrait une France sans milliardaires. Mais c'est vrai que c'est pas nouveau. Et ça finit souvent par vous revenir en pleine figure, en fait, comme un boomerang, la haine des riches en politique. Car, vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, on est toujours le riche de quelqu'un. Et quand on met le sujet sur le tapis, c'est risqué. Je me souviens d'un exemple, François Hollande, qui en sait quelque chose, lui qui déclarait, vous vous en souvenez, dans un débat télévisé en 2007, « Je n'aime pas les riches, j'en conviens ». Alors après, il avait été sommé d'expliquer à quel niveau on était riche, à quel seuil on était riche. Il avait dit 4 000 euros net mensuels, ce qui correspondait à une réalité statistique, puisqu'il y a seulement 10% des Français à l'époque qui gagnaient plus de 3 500 euros net par mois, mais ce qui ne correspondait
pas vraiment à une réalité sociologique, en tout cas ce qui était un grand flou, parce que dans cette catégorie de 10%, vous aviez aussi bien quelqu'un qui gagnait 3 600 € net que Bernard Arnault, puisque c'était les 10% les plus riches. Et puis, surtout, ça lui a été collé comme un sparadrap par la droite à l'époque, et ça a embêté celle qui était sa compagne à l'époque, Ségolène Royal, qui a dû se justifier, elle, de payer l'ISF. Elle était candidate à la présidentielle. Elle était candidate à la présidentielle, on le rappelle, et qui a eu cette pudeur en forme d'aveu de faiblesse. Je ne suis pas riche, je suis aisé. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a été victime de cet effet boomerang. Oui, Jean-Luc Mélenchon, plus récemment, le 10 janvier sur France Info, dans un raccourci qui ressemble un peu à un sophisme, Mathilde Panot, chef de file des Insoumis à l'Assemblée, essayait d'opposer les 70% des Français qui contestent la réforme des retraites aux 19 ministres millionnaires que comptait le gouvernement, selon le dernier décompte de la haute autorité en charge de cela. Et puis là, il y a un journaliste sur le plateau qui s'appelle Marc Fauvel, notre collègue de France Info, qui lui dit mais Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est millionnaire. Et c'est vrai, depuis qu'il est candidat à la présidentielle, ses opposants ne manquent d'ailleurs jamais de souligner la valeur de son patrimoine. Lors de la dernière élection présidentielle, c'était le 4e patrimoine, Jean-Luc Mélenchon, avec 1,4 million d'euros, derrière Valérie Pécresse, derrière Éric Zemmour et derrière Nicolas Dupont-Aignan. Or, je vous l'ai dit, attention, on est toujours le riche de quelqu'un. Et il y en a un qui s'est saisi de ça, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est saisi de cet argument pour fustiger les hypocrisies de la NUPES. Monsieur Mélenchon est propriétaire d'un patrimoine, il est millionnaire, je suis très heureux pour lui, je ne suis pas jaloux, disait-il. Moi, je ne suis pas millionnaire, poursuivait Gérald Darmanin, je n'ai pas de patrimoine. La seule chose que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail, du mérite et de l'effort. Tout ça est bien démago comme il faut. Mais en tout cas, c'était un peu la réponse du berger à la bergère. Ça a fait évidemment sortir de ses gonds le leader des Insoumis qui a réagi dans un tweet le 17 février. La Macronie rabâche la valeur de mon appartement à Paris pour faire de moi la figure du millionnaire, parce qu'en fait on parle là de richesse patrimoniale immobilière de Jean-Luc Mélenchon et pas d'argent, de lingots d'or qui dorment dans un compte en banque. J'ai accumulé, alors il s'est fâché, avant de s'en prendre à qui ? À la maire de Paris. J'ai accumulé cette valeur grâce à Madame Hidalgo, qui a fait augmenter les prix de 350% en 10 ans. Jean-Luc Mélenchon, millionnaire honteux, ou en tout cas millionnaire à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Je reviens vers vous, Stanislas Hanoun, sur peut-être est-ce qu'il y a un mouvement mondial ? C'est-à-dire que vous, Oxfam, c'est une ONG mondiale, et donc il y a une volonté mondiale de taxer les super riches. Comment elle est reçue en fonction des pays ? Alors c'est une bonne question. On sait qu'au niveau européen, par exemple, on a l'Espagne qui est extrêmement en avance sur pas mal de sujets sociétaux, mais également fiscaux. On a un sommet qui va se dérouler en Colombie cet été sur un sommet de réforme fiscale avec pas mal de pays, notamment d'Amérique du Sud, qui sont assez en pointe sur les enjeux de fiscalité et de réforme de la fiscalité. Donc évidemment, c'est un accueil divers. Chaque pays est un petit peu différent. On l'a vu en Europe, tout le monde n'était pas d'accord sur les assiettes, par exemple, de fiscalité pour les super profits. Donc on espère qu'avec quelques pays, notamment pourquoi pas en Amérique du Sud, on puisse, avec un coup de billard à 3 bandes, faire infléchir la politique européenne et pourquoi pas française sur le sujet. Alors, est-ce qu'il faut inventer une France sans milliardaires ? Vous l'avez évoqué, Mathieu. Je ne pose pas la question par hasard, puisque c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit plusieurs fois, mais aussi, vous l'avez cité, Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Écoutez-la. Nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire ? Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire ? On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond, il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. On nous dit que nous devrions être fiers d'avoir un géant LVMH, Made in France, mais les amis, Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour que ses enfants ne payent pas de droits de succession. On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents, mais ceux qui ont besoin de plus d'1 milliard, ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Fabrice Almeida, est-ce qu'on est forcément plus heureux dans un pays sans milliardaires ? En tout cas, si on regarde Regardons l'histoire. Voilà, si on regarde le XXe siècle, les pays qui ont systématiquement détruit leur richesse et leurs riches physiquement, comme l'Union soviétique entre 1917 et en gros la Deuxième Guerre mondiale, où on a liquidé une classe sociale, quand même il y a un affaissement du niveau de vie. Alors après,
on peut le récupérer plus tard, hein, mais voilà. Pareil pour la Chine, après 1949, où il y a la destruction de toute l'élite nationaliste qui avait œuvré notamment pour lutter contre le Japon. On constate aussi un affaissement du niveau de vie, avec des famines, etc. On a pu voir ça aussi au Venezuela, où il y a eu une fuite récemment. On a pu le voir à Cuba de manière aussi nette. Donc quand on regarde ça au XXe siècle, on peut dire que ça fonctionne pas. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne sais pas si à l'avenir il n'y aura pas une méthode qui permettra de se passer de riche. Mais c'est intéressant d'entendre la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts dire ça, parce que c'est vraiment, vraiment dans le nouveau, peut-être pas nouveau, mais en tout cas c'est dans le discours écologique aujourd'hui. Oui, mais l'écologie en France c'est beaucoup imposé par la gauche, il faut quand même le rappeler, dans les années 60-70. Et la gauche française c'est quand même beaucoup construite, soit en opposition, soit en accord complet avec le marxisme. Et enfin, je le répète, et souvent les gens me regardent avec un air un peu ahuri, mais enfin, vous connaissez beaucoup de pays dans le monde où il y a à la présidentielle 2 candidats trotskistes, un candidat communiste, un candidat socialiste, un candidat écologiste, et même les populistes, maintenant, considèrent que les riches, c'est pas forcément bien. Donc, quand on regarde les partis qui sont, j'allais dire, richo-compatibles en France, il y en a très très peu. Très très peu. Donc, j'allais dire, pour le coup, je pense que ça vient du fond de notre culture. Il y a Emmanuel de Varesquiel, qui est un historien, qui disait ça remonte à la Révolution. En fait, c'est l'idée de détruire les privilèges et avec ça, de détruire les patrimoines qui allaient avec. Mais on a eu quand même un marxisme extrêmement puissant. Et je crois que ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale et le mouvement de la résistance a en plus permis de définir les riches comme les méchants collabos, au fond. Et c'est pas pour rien qu'on a eu cette collectivisation de l'économie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous reprenez le discours de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Tondelier, en disant on veut une France sans milliardaires? Non, alors évidemment non. Non. Mais ce qui est intéressant pour le coup, c'est quand même de dire que le ruissellement, qui a été beaucoup vendu par Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on en voit assez peu la couleur. Ça, c'est quand même un fait. Je veux dire, si c'était aussi simple que si ça descendait vraiment sur les bas salaires, on a tout à l'heure parlé des salaires. De fait, les salaires ont augmenté, je crois, de 3,8%. Donc bien moins que l'inflation. Donc on voit bien qu'il y a pas de réinvestissement dans les salaires, dans le travail, par exemple. Et juste ce qui est intéressant, je reviens juste sur le fait qu'on a parlé tout à l'heure de la dette Covid et de tous ces milliards injectés. Ouais. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'excitation par rapport à ces milliardaires? C'est aussi le fait que le gouvernement essaye, et pas que français, mais pas que, essaie de recouvrir un déficit qui donc s'est creusé avec le Covid, avec la dette Covid, notamment avec la réforme des retraites, dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, qui est une réforme qui, contrairement à celle de 2019, est uniquement une réforme budgétaire, qui était amenée à avoir 12 à 20 milliards d'euros. Et on voit bien que donc nous on a poussé ce chiffre un peu pour montrer un écart de grandeur, mais si on était amené à taxer ces 42 milliardaires français à hauteur de 2%, on pourrait financer le système des retraites. C'est juste pour donner un ordre d'idée et pour montrer qu'il y a... C'est des raccourcis qui sont quand même particuliers, parce que on rappelle que ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on parle de capitalisation boursière et de part d'une capitalisation boursière. C'est ça les fortunes professionnelles que vous désignez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de ruissellement automatique sur les salaires, et là je vous suis, la théorie du ruissellement ne marche pas forcément, mais il y a quand même aussi des incidences ou des conséquences heureuses en termes d'emploi, on peut le dire. Le MH est un groupe qui crée de l'emploi en France et qui restructure ou soutient des filières, vous en parliez tout à l'heure. Donc, soit on ne parle pas d'un rentier avec de l'argent qui dort. On peut faire la différence entre les héritiers et une fortune industrielle. C'est pas une fortune sonnante et trébuchante à un moment donné, et c'est comme c'est une capitalisation boursière. Il faut voir aussi ce que l'entreprise fait vivre autour d'elle, et là, pour le coup, il y en a. Quand la gauche est dans la haine, à mon avis, elle se trompe. La gauche, elle doit être dans le sens, et poser la question du sens sur tous ces millions. Et c'est vrai que tous ces millions, on se pose des questions. Moi, je me souviens de deux choses qui m'avaient frappé. C'est comment des patrons millionnaires avaient abandonné en une après-midi des retraites chapeaux ou des parachutes dorés de plusieurs millions de francs ou d'euros. C'est arrivé en France. Quand vous êtes capable d'abandonner une retraite 8 millions, 9 millions en une après-midi, alors que de l'autre côté, vous avez des gens qui sont capables d'aller voler des sandwichs à 5 euros, c'est qu'il y a un problème de sens là-dedans. Et c'est, à mon avis, cette question-là, c'est pas une affaire de seuil, c'est une affaire de sens. Oui, je crois que, franchement, entendre une France sans milliardaires, pour moi, pardonnez-moi, mais
ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça voudrait dire d'abord qu'un certain horizon est empêché et bouché, qu'on n'a pas le droit de vouloir devenir riche. Or, vouloir devenir riche, je suis désolé, ça peut faire partie des aspirations et c'est aussi ce qui fait bouger une société. Mais la question, Mathieu a raison, la question c'est celle du civisme des milliardaires. Comment le système qui existe, alors c'est aussi bien le système fiscal que par exemple les lois sur la philanthropie, permettent à ces grandes fortunes d'assumer un rôle qui va avec l'importance de leur richesse. Alors, mais d'ailleurs aux États-Unis, il y a un classement des plus gros donateurs. Alors, c'est jamais parfait parce que mais en France ça n'existe pas quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gros donateurs, mais ils se cachent plutôt. Et je pense que la vraie question à poser c'est celle-là. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des fortunes qui se sont aussi construites, je dirais, qui ont servi la puissance française. Je vais en citer une seule, celle de Marcel Dassault. Marcel Dassault a fait une très grande fortune à l'époque. Il l'a fait au service de la puissance française dans un domaine qui était le domaine de la défense, le domaine militaire. Donc ce serait trop dire non aux milliardaires, c'est en plus risquer de soumettre le pays à l'influence d'autres qui ont des milliardaires, donc qui ont un pouvoir de puissance, un levier très important grâce à la richesse de leurs compatriotes. Donc je crois que ce serait très risqué. Vous êtes d'accord, Fabrice Almeida ? Tout à fait. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans un changement d'époque. C'est vrai que tous les milliardaires dont on parle aujourd'hui sont des milliardaires dont le développement vient à partir de la fin des années 70, au début des années 80, j'allais dire. C'est un peu les enfants du thatchérisme et du reaganisme, c'est-à-dire qu'on accroît la titrisation, on tire tout vers le marché boursier et vers des capitalisations énormes. Là, aujourd'hui, il y a quand même un gros changement. C'est que on voit bien la remontée des frontières. Et ça, c'est à l'échelle globale. C'est pas seulement en Europe. On voit bien la remontée de la conflictualité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une reterritorialisation des milliardaires. Et ça a des impacts énormes. Parce que ça veut dire que le chantage dont vous parliez tout à l'heure, de dire, si je me plais pas ici, je vais aller ailleurs. À partir du moment où les nations commencent à se remonter un petit peu partout, et c'est quand même ce qu'on constate, la montée des populismes un peu partout, eh bien, ça change le débat et ça pousse à une contrainte et sans doute, moi, c'est mon opinion, c'est qu'à l'avenir, dans un avenir proche, les très très grandes fortunes vont en venir à devoir négocier avec le système, c'est-à-dire faire des dons, aider, mettre à disposition, ce que certains d'ailleurs ont déjà compris et commencent à faire peut-être encore plus qu'aujourd'hui. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Fabrice Almeida, je rappelle le titre de votre livre, votre Histoire mondiale des riches, qui est publié chez Plomb. On se retrouve tout à l'heure, 22h. Ne ratez pas notre émission spéciale consacrée à l'allocution du président de la République, invité politique, expert en communication, politologue, pour analyser la forme et le fond du discours du chef de l'État. Et puis notez aussi votre prochain rendez-vous sur notre antenne. Prochaine invitée, la députée LFI Clémentine Autain sera dans la matinale face à Oriane Mancini. Belle soirée, à tout à l'heure.